Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Musée d'Histoire Naturelle pour cette première conférence de l'année 2022. Et on est encore plus ravis que ce cycle de conférences soit lancé par Audrey Dussetour, qui est chercheuse donc au CNRS, comme je pense vous le savez tous, et qui travaille sur le comportement des organismes unicellulaires notamment, et donc dont le fameux blob. Cette conférence est le premier épisode de la série Blob qu'on va vous présenter au Musée d'Histoire Naturelle pour l'année 2022. Il faudra revenir au printemps de 2022 pour avoir les prochains épisodes, notamment dans le cadre de la saison culturelle Lille 3000 Utopia. On vous présentera des blobs dans notre insectarium vivarium qui est derrière vous. On fera des activités, des ateliers, des manipulations, des événements, etc. de mi-mai jusqu'au début octobre. Voilà. Je vais pas prendre la parole plus longtemps parce que je sais que vous attendez impatiemment que Audrey prenne la parole. Je vous souhaite une très bonne soirée. Après le petit temps de présentation d'Audrey, on pourra bien évidemment faire un temps de questions-réponses. Vous pourrez préparer vos questions pendant cette séance. Bonne soirée à tous. Bonsoir à... Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis donc Audrey Dussetour, je suis directrice de recherche au CNRS à l'université Paul Sabatier à Toulouse, d'où l'accent. Donc ma spécialité c'est l'éthologie, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'étude du comportement animal. Et quand vous êtes en soirée, en famille et que vous dites que vous faites de l'éthologie, les gens disent « Ah oui, tu travailles sur les animaux » et ils imaginent que vous travaillez avec des primates, comme certains dans cette salle. On a souvent cette image de l'éthologiste qui travaille avec des primates ou bien sur des organismes assez mignons comme les suricates au Serengeti ou les pingouins sur la banquise, par exemple. Alors moi, dans les repas de famille, je dis « Ben non, moi je travaille sur ça ». Et alors là, vous savez que vous êtes partis pour 1 heure. Parce qu'il faut expliquer ce que c'est ça. Ça, c'est le blob. Et le blob, il a vraiment été étrange pendant de très longues années. Et il a fait la une des journaux en 1973 dans le Washington Post. Alors cet article raconte l'histoire d'une dame qui s'appelle Mary Harris, qui trouve dans son jardin cette chose-là. Elle trouve que c'est absolument dégoûtant. Donc ça, c'est une histoire de goût. Hein. Elle prend un râteau et elle l'éclate dans son jardin. Le lendemain matin, elle revient au même endroit et là, la chose a doublé de taille. Donc là, elle court dans son garage, elle va chercher de l'insecticide et elle pulvérise la chose avec de l'insecticide. La chose devient un petit peu violette. Clairement, elle n'a pas l'air d'aimer beaucoup l'insecticide, donc Marie pense qu'elle est débarrassée. Elle revient le lendemain, la chose fait 1 mètre carré. Et donc là, elle fait ce qu'on fait tous quand on ne sait pas trop quoi faire. Elle appelle les pompiers. Je veux dire, quand on a un nid de frelons chez soi, on appelle les pompiers. Quand on a une chose jaune d'1 mètre carré dans son jardin, on appelle les pompiers. Les pompiers arrivent, ils savent pas trop quoi faire, pour être honnête. Ils prennent leur lance à incendie et ils pulvérisent la chose d'eau. Elle se fragmente en plein de petits morceaux dans le jardin. Marie pense que son problème est réglé. Le lendemain, la chose est revenue et elle fait 2 mètres carrés. Et là, Marie, elle commence à déprimer. Elle se dit, cette chose va ruiner mon jardin. Et là, elle appelle, on est au Texas, elle sait pas quoi faire, elle appelle la police. Le shérif vient, et lui non plus ne sait pas vraiment quoi faire en réalité, mais il la voit désespérée, donc il prend son Colt et il tire sur cette chose. Ça fait des petits trous, mais le lendemain, la chose est toujours là. Marie commence à penser à déménager. Jusqu'au jour d'après, où la chose, miraculeusement, disparaît. Et donc, elle a appelé un journaliste et elle lui a raconté l'histoire. Il a contacté les pompiers, il a contacté les policiers qui ont confirmé cette histoire. Et la seule conclusion possible, dans les années 70 aux États-Unis, Marie avait été visitée par un alien.
Et c'est ce qui est dit dans cet article. Il pensait en fait que le blob était l'animal de compagnie d'un extraterrestre. C'est ce qui est dit dans cet article. Parce qu'il pensait qu'il y avait un UFO qui s'était écrasé pas loin de ce village. Il y a un documentaire qui est assez intéressant sur le sujet. Alors pourquoi en fait cette histoire? Mais certainement parce qu'en 1958, il y a eu un film qui s'appelait The Blob, le premier film de Steve McQueen, et pas son meilleur, il faut être honnête. Le remake est beaucoup mieux en 1988. Et l'histoire, c'était un extraterrestre qui ressemblait à une gelée anglaise et qui mangeait des gens et qui doublait de volume, qui grandissait. Et il venait de l'espace. Et donc, nous, on a surnommé du coup cet organisme le Blob en hommage à ce film de Steve McQueen. Mais en réalité, quelle est cette chose qui rampe dans vos jardins? Alors, pour comprendre, il faut savoir que les scientifiques se sont posé la question pendant 300 ans. Le premier scientifique qui a classé cette chose a dit que c'était une plante, que c'était une fleur. Le deuxième scientifique a dit que c'était un champignon. Le troisième a dit que c'était un croisement entre un champignon et un animal. Et c'est uniquement en 1990, donc c'était il n'y a pas si longtemps, qu'on a compris où mettre cette chose. Alors pour que vous compreniez un petit peu la classification, on va remonter dans le temps. Il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre. Et au départ, la vie, c'est des bactéries, de toutes petites cellules microscopiques qui font 5 à 10 microns. Il faut savoir que les bactéries d'il y a 4 milliards d'années ressemblent aux bactéries actuelles. C'est les mêmes. Et elles sont restées peinards, les bactéries, pendant 2 milliards d'années sur la planète Terre. Ensuite, il y a 2 milliards d'années, se passe un événement assez particulier où les bactéries, en réalité, elles consomment l'énergie du soleil ou de l'azote, ou bien elles font quoi? Elles mangent d'autres bactéries. Et un jour, il y a une bactérie qui a mangé une autre bactérie. Et cette petite bactérie est restée finalement vivante à l'intérieur. Et elle est devenue, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les mitochondries, mais c'est les petites usines à gaz dans vos cellules. Et cette petite bactérie, elle est devenue en fait un organite dans cette cellule. Et donc ça a été la création des organismes beaucoup plus complexes, qu'on appelle les eucaryotes. Et ces eucaryotes, ils ont donné tout ça. Toute la biodiversité qui n'est ni bactérie, ni archée en réalité. Et les eucaryotes, donc vous en connaissez beaucoup, hein. Il y a des plantes, il y a des champignons, des animaux, etc. Et souvent, à l'école, on vous parle d'ailleurs des plantes, des animaux et des champignons. On vous parle rarement du reste. Or, il y a plein de règnes d'organismes, mais ils sont microscopiques, donc la plupart du temps, les gens pensent que c'est pas très intéressant. Et il y a un groupe qui va nous intéresser particulièrement, qui s'appelle les amibozoaires. Alors, nous, on est ici, les animaux, et si on remonte dans le temps, vous voyez que nos premiers cousins, là, au niveau des règnes, c'est les champignons. Et si on remonte encore dans le temps, on voit qu'on est un peu lié aux amibozoaires. En réalité, on est plus proche des cèpes que du blob, mais bon, c'est quand même notre cousin très éloigné. Donc, pour mieux comprendre la classification du blob, on va se classer nous-mêmes d'abord. Oups, pardon. Alors, nous, on fait partie du règne des animaux. Et donc, les animaux, il y a des éponges, des insectes, des batraciens, des oiseaux, des mammifères. Et dans le règne animal, on fait partie de la classe des mammifères. Il existe 5500 espèces de mammifères différentes. Et vous voyez qu'il y a une grande diversité de formes, de couleurs, de tailles. Et dans cette classe des mammifères, tout le monde a un nom d'espèce. Et nous, notre nom d'espèce, c'est Homo sapiens, l'homme sage. Alors, en vrai, au départ, l'homme, on disait Homo sapiens sapiens. On a perdu un sapiens en route. On se demande pourquoi. Mais maintenant, on dit Homo sapiens, j'ai appris. Alors, faisons la classification du blob maintenant. Alors, le blob, il appartient au règne des amibozoaires. Alors, les amibozoaires, c'est quoi? C'est des organismes composés d'une seule cellule. Et cette cellule peut prendre plusieurs formes. Alors, habituellement, vous voyez les amibozoaires, c'est très petit. Là, celui-là, il fait à peine 30 microns. Donc, on les voit clairement pas à l'œil nu. Mais au sein des amibozoaires, il y a une classe qu'on appelle les myxomycètes.
Et là, clairement, ces cellules-là, elles sont largement visibles à l'œil nu. Et c'est là qu'on va retrouver notre blob. Et vous voyez que les myxomycètes, il y a aussi une grande diversité de formes et de couleurs. Il existe 1000 espèces de myxomycètes connues, mais 10 000 estimées, parce qu'il y a très peu de personnes en fait qui travaillent sur ces organismes, donc on connaît très peu leur biodiversité. Et au sein de cette classe, on va retrouver le blob qui s'appelle Physarum polycéphalum. Alors c'était difficile à retenir, c'est pourquoi on l'a surnommé blob. Alors si on le replace sur une échelle temporelle, le blob, en fait, les premiers myxomycètes, c'est 1 milliard d'années. C'est bien avant les champignons complexes, qui apparaissent autour de 650 millions d'années, bien avant les premiers animaux, qui sont les éponges, il y a 550 millions d'années. On met toujours des dinosaures dans une échelle, voilà, bien avant les dinosaures, et bien avant la quintessence de l'évolution. Homo sapiens. En fait, les premiers hominidés, c'est à peu près 6 millions d'années. Donc, c'est très vieux comme organisme. Il faut imaginer que quand le blob est arrivé, et a commencé les premiers myxomycètes, quand ils étaient sur Terre, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de champignons, il n'y avait pas d'animaux. C'était une Terre un peu nue. Et en fait, ils ont une origine aquatique au départ. Alors, où on trouve le blob ? Alors ça, c'est une photo de la forêt de Fontainebleau que Dominique Belzane m'a envoyée. Et donc, si vous fouinez un petit peu dans la litière des feuilles, vous pouvez trouver des blobs. Les blobs se cachent toujours à l'abri de la lumière. Alors, voici quelques illustrations, en fait, qu'on m'a envoyées de blobs. Vous voyez, on les trouve souvent sur le bois en décomposition, sur des feuilles mortes, sur des souches d'arbres. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même de grande taille. Mais parfois, on m'envoie des photos qui sont un petit peu plus, où on voit que leur habitat peut être un petit peu plus bizarre. Donc ici, c'est sur un pot de plantes. Donc vous en avez un ici, c'est un Fuligoseptica, c'est un cousin de Physarum polycéphalum. Ici, vous en avez un dans une poubelle à compost. Ici, c'est sur une barrique de vin. Vous avez peut-être envie d'un petit verre. Alors celui-là, c'est plus bizarre, c'est dans une salle de bain. Donc là, j'ai dit à la personne que je pense qu'elle souffrait d'humidité quand même. Pour avoir des blobs dans sa salle de bain. Là, c'est près de la gamelle du chat. Ici, c'est sur une terrasse et là, comme un petit VRP, là, devant la porte, qui s'est fait surprendre, à mon avis, par la sécheresse. Donc, le blob, au départ, quand il est tout petit, son cycle de vie commence par une toute petite cellule qui n'est pas visible à l'œil nu, qu'on appelle spore. Cette spore, quand elle va se retrouver dans un environnement humide, elle va germer. Et elle va donner naissance à une petite cellule, que vous voyez ici, qu'on appelle une amibe. C'est une myxamibe. Cette amibe, elle va avoir ensuite 2 flagelles et elle va chercher une autre amibe de sexe opposé. Alors c'est pratique chez les blobs parce qu'il y a 720 types sexuels. Donc disons qu'elle aurait vraiment pas de bol de tomber sur une amibe du même type sexuel. Et donc elles vont fusionner et former ce qu'on appelle un zygote, comme nous. Et donc ça, c'est notre petit blob. Au départ, il va manger des bactéries. C'est les petits bâtonnets noirs que vous voyez ici. Et il va se gorger de bactéries. Il va tellement grandir qu'au bout d'un moment, on va le voir à l'œil nu, se déplacer, et puis il va grandir, jusqu'à arriver à maturité. Et quand il arrive à maturité, il va former des structures qu'on appelle des sporanges, qui vont renfermer les petites spores. Il faut savoir qu'un blob qui arrive à maturité peut produire plusieurs millions de spores, donc plusieurs millions de descendants potentiels. Donc c'est assez énorme. Et donc vous avez vu, cet organisme est quand même assez grand. Donc on a du mal à comprendre qu'une cellule puisse être aussi grande. Donc revenons à notre petite comparaison. L'être humain, c'est à peu près 100 000 milliards de cellules. 21 000 gènes, 23 paires de chromosomes par cellule. Alors pour passer de une cellule à 100 000 milliards, il y a un processus qu'on appelle la mitose, qui est en fait de la division cellulaire. Donc notre ADN se duplique, hop, la cellule se découpe, et c'est comme ça qu'on passe de une cellule à 100 000 milliards. Alors chez le blob, qu'est-ce qui se passe ? Mais en réalité, c'est pas si loin, c'est qu'il finit pas le processus. Donc au départ, il a lui-même des noyaux, l'ADN se duplique, mais il n'y a que le noyau qui se divise à l'intérieur de la même cellule. Et cette division des noyaux, c'est toutes les 8 heures de façon synchrone. C'est-à-dire que tous les noyaux du blob se divisent toutes les 3 fois par jour. Donc c'est pour ça qu'elle grandit. Et si on regarde au microscope, vous les voyez ici, les noyaux, c'est les petites taches blanches en fait parce qu'on marque l'ADN.
Et vous pouvez voir qu'en fait, dans un blob, il y a plein de noyaux. Il peut en contenir plusieurs millions. Et même plusieurs milliards si vous avez un blob de très grande taille. Et en parlant de blob de grande taille, voici le plus grand blob au monde. Il faisait 10 mètres carrés. Il a été enregistré au Guinness des records en 1989. Et en réalité, il avait été offert à un professeur comme un cadeau de départ à la retraite. C'était sympa, les collègues. Hein. Donc, cette personne travaillait sur Physarum polycéphalum et ils lui ont offert un énorme blob. Et du coup, ils ont appelé un expert du Guinness des records pour enregistrer ce record. Mais sachez que nous, on va sûrement battre ce record en mai, puisqu'avec les enseignants du projet Lève ton blob, on s'est donné rendez-vous pour battre ce record. Et à mon avis, ça va être assez facile. Alors, c'est une cellule qui va remplir quand même si elle n'a pas d'organes comme nous, elle va quand même remplir toutes les fonctions classiques qu'on va trouver chez les êtres vivants. Donc, par exemple, c'est une cellule qui respire. Et donc, si vous mettez le blob, par exemple, sous l'eau, vous allez voir qu'il va venir à la surface pour chercher de l'oxygène. Le blob, c'est une cellule qui consomme de l'oxygène et qui dégage du dioxyde de carbone. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de prendre des boîtes qui sont un peu aérées, parce que sinon le blob va s'étouffer, tout simplement. Donc c'est une cellule qui respire et c'est aussi une cellule qui se déplace. Et c'est pourquoi nous, on s'intéresse à elle, puisque nous, on étudie le comportement. Et alors je vous rassure tout de suite, le blob ne partira pas ramper après vous en forêt, parce qu'il fait que quelques centimètres à l'heure, mais vraiment, en plus, moi, je l'ai jamais vu. Dans la littérature, ils disent 4 centimètres à l'heure. Moi, ce que j'ai vu de plus rapide dans mon labo, c'est 1,5 centimètre. Mais c'est quand même déjà pas mal. Mais en réalité, c'est plutôt quelques millimètres à l'heure. Et si vous regardez ce blob-là qui se déplace, vous voyez qu'il est parcouru par un système veineux. Vous voyez ce réseau-là? Et si on regarde d'un peu plus près, on zoome un petit peu, vous allez voir que ces veines-là, vous les voyez, elles bougent. On les voit un petit peu ici. En réalité, elles se contractent. Alors, on va regarder encore un peu plus près. Si on regarde à l'intérieur de ces veines, vous allez voir qu'il y a un liquide qui coule dans les deux sens. Vous voyez, ça va dans ce sens, puis ça va dans l'autre. En réalité, la direction en fait du flux là change toutes les 60 à 90 secondes. Alors, heureusement qu'à nous, ça nous arrive pas parce qu'on aurait des petits problèmes. Alors, ce liquide, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Et en fait, il a la même fonction que le sang. Il va transporter l'oxygène et les nutriments dans cette cellule qui est géante. Et alors, elle transporte tout. Vous allez pouvoir même voir les noyaux se déplacer. Vous voyez ici, il y en a qui sont fixés, il y en a qui se déplacent. Et en fait, ces déplacements de liquide, ils sont permis par des contractions. Vous voyez là, les veines qui se contractent. Et en réalité, ici, tout autour, on a des fibres contractiles. C'est les mêmes que vous allez retrouver dans vos cellules musculaires. Ça s'appelle l'actine et la myosine. C'est exactement les mêmes choses. Et quand on regarde la proportion de protéines qui sont représentées par de l'actine chez le blob, c'est exactement la même proportion que dans nos cellules musculaires. Donc en fait, c'est une cellule musclée, le blob. Et donc, il contracte, et en contractant, il pousse le liquide. Vous savez, c'est comme quand vous avez un tube de dentifrice, vous appuyez dessus, qu'est-ce qui se passe? Le dentifrice, de l'autre côté, il avance. Et c'est exactement la même chose. C'est pareil que la nourriture qui circule dans vos intestins. Par contraction, la nourriture se déplace. Et donc, c'est comme ça que le blob va avancer. Et donc, vous allez voir pourquoi la direction, en fait, change. Parce qu'en fait, ce que fait le blob, c'est pousser, retirer, pousser, retirer. En fait, le blob, il avance de 2 pas, il recule d'1 pas. Il avance de 2 pas, il recule d'1 pas. Donc, il pousse son liquide contre la membrane, il le récupère et il pousse à nouveau. Et ainsi, il peut avancer, faire des structures, ici, qu'on appelle des pseudopodes. Donc, c'est des petites excroissances, comme des petits doigts, qui lui permettent d'explorer son environnement. Et alors, le blob, il avance toujours d'ailleurs, hein, il s'arrête jamais. Et il avance pourquoi? Parce qu'il cherche à manger. Et il mange quoi, le blob, quand il devient très grand? Il mange des champignons. Alors ça, c'est une petite vidéo qui dure 24 heures en réalité, où j'ai donné à mon blob 2 champignons de Paris. Alors vous voyez, d'abord, il les recouvre. Alors on a l'impression au début qu'il fait que juste avancer dessus, et pas du tout en fait. Alors le liquide qui sort, là, c'est le liquide qui est dans le champignon. Je vous ai dit, c'est une cellule qui est musclée. Alors les gens qui vont avoir des blobs chez eux, là, ils commencent déjà à avoir peur. Je vous rassure, ça mange que des champignons.
Et donc dans la nature, dans l'écosystème, vous pouvez donc trouver des blobs et c'est des organismes qui sont essentiels. Donc je vous ai dit, le blob quand il est tout petit, il mange des bactéries. Quand il est grand, il mange des champignons. Bactéries et champignons, c'est ce qu'on appelle de la matière organique. Et quand il mange cette matière organique, le blob, il relargue dans le sol des minéraux. Il excrète les déchets, et les déchets sont des minéraux. Et ces minéraux vont fertiliser le sol et nourrir les plantes. Donc indirectement, tous ces organismes nourrissent les plantes de nos forêts. Donc c'est vraiment des organismes, il ne faudrait pas les enlever dans les forêts. Il ne faudrait pas les perdre non plus. Donc ils mangent des bactéries et des champignons, mais c'est pas très pratique en laboratoire. Donc il y a des scientifiques qui ont trouvé un truc super. Le blob, il adore les flocons d'avoine. Et donc nous, on le nourrit tous les jours avec des flocons d'avoine. Donc là, c'est une petite vidéo que je vais vous montrer. C'est le blob a eu sa portion d'avoine là, et c'est une vidéo qui dure 12 heures. Et regardez. Donc en 12 heures, ma cellule, elle a doublé de taille. Alors ça peut être un problème, parce que ça veut dire qu'il faut la nourrir à nouveau. Alors pourquoi ? Parce que si vous nourrissez pas vos blobs, voici ce qui se passe. Alors ça, c'est un blob qu'on a laissé dans sa petite armoire, et on a décidé de ne pas le nourrir. On n'est pas venu le week-end pour une fois. On a pris des vacances. Ouais, il faut nettoyer après. Il attaque les murs et tout. Hein. Vous allez le voir derrière, après il va apparaître. Oui. On l'a retrouvé au plafond une fois. Parce que 1 centimètre à l'heure, ça paraît pas beaucoup, mais au bout d'un week-end, ça fait un bon mètre. Donc voilà. Alors, on est un peu esclave du coup de notre blob. On doit le nourrir tous les jours, ça devient vraiment un petit peu... Mais il y a quelque chose dans le cycle de vie du blob qui n'existe pas chez nous, qui est absolument génial. Vous pouvez faire dormir votre blob. Alors nous aussi, on peut faire dormir nos enfants des fois. Mais on peut pas les faire dormir pendant des années. Le blob, oui. Alors voici un blob. Pour faire dormir un blob, rien de plus simple. Vous prenez un blob, vous le mettez sur un papier filtre, un petit peu humide, et vous lui donnez pas à manger. Et donc le blob, quand il va réaliser qu'il n'a pas à manger, il va se balader, il va chercher, et puis il va voir que le papier se dessèche. Et là, il stresse notre blob, parce qu'il n'y a pas à manger et que les conditions ne sont pas top. Et du coup, il va rentrer en dormance. Et c'est ce qu'on appelle un sclérote. Et c'est ce que vous allez recevoir, ceux qui se sont inscrits à Derrière le blob la recherche, et c'est ce qu'ont reçu les enfants qui ont participé à Élève ton blob, des blobs séchés. Alors le blob, il peut rester séché comme ça pendant 2 ans à température ambiante, 2 ou 3 ans au frigo, et au moins 80, 30 ans. Nous, on en a réveillé un, ça faisait 30 ans qu'il dormait. Bon, il a mis 5 jours à se réveiller, mais il était bel et bien vivant. Alors comment on réveille un blob ? C'est un petit peu comme les gremlins. Hein. Vous mettez un peu d'eau dessus, et votre blob, en fait, il va se gorger d'eau, et regardez, très vite, en fait, ça se passe en quelques heures. Et là, c'est absolument génial parce que votre blob, quand vous l'élevez depuis longtemps, il montre des signes de vieillesse. Alors, qu'est-ce que c'est d'être vieux chez un blob ? Il va changer un petit peu de couleur, il va grandir moins vite et il va attraper plus facilement des maladies, des contaminations, des champignons, tout ça. Et là, vous savez que c'est temps de le faire dormir. Parce que quand vous faites dormir un blob et que vous le réveillez, il rajeunit. À chaque fois, il régénère. Donc nos blobs, nous, ils ont 70 ans et ils se portent très très bien. Donc je dis aux enfants, c'est comme quand vous avez votre papy, votre mamie, vous les faites sécher, vous les mettez à la douche et ça redevient des bébés. Alors là, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment on fait le blob et c'est une recherche qui est en cours dans mon laboratoire. On travaille sur le vieillissement actuellement chez le blob et on essaye de comprendre comment le blob régénère pendant qu'il dort. On n'a toujours pas trouvé, mais on désespère pas de percer son secret. Alors chose assez extraordinaire aussi, je vous ai dit, le blob, il a plein de noyaux, et donc il a plein de copies de son ADN. Du coup, quand vous avez une cellule très grande de blob, un grand blob, comme ceci, vous pouvez le couper en morceaux, vous voyez, un mode beignet carnaval, et chaque blob devient autonome. Vous pouvez même le couper en petits morceaux de 1 mm et ça marche. Donc à partir d'un gros blob, vous pouvez en faire des milliers. Ce qui est très pratique pour distribuer dans les écoles et tout ça. Et si vous mettez 2 morceaux du même blob côte à côte, donc il faut qu'ils soient génétiquement identiques, hein, vous allez voir ce qui se passe. Hop, ils vont former un unique blob, ils fusionnent facilement. Donc vous pouvez les découper, les remettre ensemble, etc. Donc là, je vous ai présenté finalement la biologie du blob. Mais nous, au laboratoire, c'est pas ce qu'on étudie, parce que ça, c'était des choses qui étaient plus ou moins connues.
Nous, on essaye de comprendre comment cet organisme arrive à résoudre des problèmes. Et on lui a fait divers problèmes, vous allez voir. Et le premier scientifique qui a commencé à travailler sur ce sujet, c'est Toshiaki Nakagaki, un japonais, qui a démontré que le blob pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Et il faut savoir que pour cet article publié dans la revue Nature, qui est une des meilleures revues scientifiques, il a eu le prix Ig Nobel. À pas confondre avec le prix Nobel. Le prix Ig Nobel, c'est un prix que vous recevez pour des recherches qui sont un peu rigolotes quand même. Sérieuses, mais qui font un peu marrer. Alors il y a des scientifiques qui se vexent beaucoup d'avoir le prix Ig Nobel. Toshi, pas du tout, il en était très fier. Et donc je vais vous montrer son expérience. Donc il a fait un petit labyrinthe, et là à l'entrée, la sortie, il met une lettre, donc A à l'entrée, B à la sortie, et après en rouge, il dessine le chemin le plus court dans le labyrinthe. Ensuite, il va chercher ses blobs. Alors les blobs, on les garde toujours à l'obscurité parce qu'ils sont très sensibles aux UV, donc il faut vraiment pas les mettre en pleine lumière. Et il va couper son blob en tout petits morceaux et le mettre dans le labyrinthe. Vous voyez, c'est un travail de précision, quoi. Travail d'orfèvre. Donc vous avez tous ces petits blobs qui vont commencer à explorer leur environnement. Et ils vont se retrouver, ils vont former un unique blob. Et donc il y en aura un unique blob dans le labyrinthe. Et là, Toshi va mettre un flocon d'avoine à l'entrée, un flocon d'avoine à la sortie. Quaker, très important, on y reviendra. Et là, vous allez voir que le blob, regardez, les masses de cytoplasme qui bougent là, à l'intérieur. Et vous allez voir que le blob, il va se rétracter, il va abandonner en fait tous les chemins qui mènent nulle part. Tous les cul-de-sac vont disparaître. Et il va garder une seule veine à l'intérieur du labyrinthe qui va prendre le chemin le plus court. Alors ça avait fait beaucoup rire les gens, d'où le prix Ig Nobel. Mais Toshi a réitéré l'exploit, puisqu'il est le seul scientifique à avoir eu le prix Ig Nobel 2 fois. Et la deuxième fois, c'était pour un article publié dans Science, qui est aussi une des meilleures revues au monde, et où il a montré que finalement le blob pouvait faire la leçon aux ingénieurs qui planifient les réseaux ferroviaires japonais. Alors je vous montre son expérience. Vous avez le blob ici, qui est sur Tokyo. Les petits points blancs ici, c'est des flocons d'avoine et ça représente les villes qu'il y a autour de Tokyo. Et donc là, il a lancé son blob. Le blob, quand il part, il explore et dès qu'il trouve un flocon, ce qu'il fait, c'est qu'il construit une grosse veine. Et puis là où il n'y a rien, il s'en va, comme dans le labyrinthe. Et petit à petit, il va connecter tous les flocons. Et Toshi a comparé ce réseau avec le réseau ferroviaire japonais, en termes de coût, en termes d'efficacité et en termes de robustesse. C'est-à-dire, si on coupe une route, est-ce qu'on peut quand même relier plusieurs flocons? Et il s'est avéré que le blob avait produit un réseau qui était plus optimal que les ingénieurs japonais. Alors, il y a des gens qui ont critiqué cette expérience, qui ont dit oui, mais il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de rivière. Alors, il a refait l'expérience en mimant les montagnes avec des petits répulsifs. Et le blob a construit un réseau encore plus optimal. Donc, les gens ont arrêté de critiquer les travaux de Toshi. Alors nous, on a fait pareil avec les enfants, juste pour la blague un petit peu, on l'a fait avec la France. Et on a mis le blob sur Paris. Alors moi, j'étais très déçue de voir dans cette expérience que, moi j'habite ici, et qu'il fallait quand même, le blob disait quand même qu'il fallait passer par Bordeaux pour aller à Toulouse. Mais bon, vous voyez qu'il y a plein de voies qui n'existent pas. Et ça veut dire que le réseau est beaucoup moins coûteux que le réseau de la SNCF. On devrait peut-être leur envoyer cette vidéo. Alors, il faut savoir que les scientifiques ont traduit le comportement du blob en algorithme pour mieux comprendre. Et donc, ils ont simulé des réseaux sur des pays. Et alors, ils ont fait ça de différentes façons. Soit le blob, il est sur toutes les villes. C'est le cas de cette simulation. Donc, il y a du blob partout, un petit peu comme dans le labyrinthe. Et donc là, le blob, il élimine en fait toutes les voies qui servent à rien. Donc ça, c'est des simulations, hein, c'est pas un vrai blob. C'est la traduction en fait du comportement du blob. Et vous voyez, hop. Soit le blob part d'un endroit particulier, comme dans l'expérience de Toshi. Et vous voyez, il va connecter tous les flocons. Et en tout cas, les deux réseaux produits sont clairement plus optimaux que ce qui existe aux États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent le blob pour faire du biomimétisme. Pardon. Alors, le blob, vous avez vu, il se déplace dans son environnement, mais il n'est pas totalement aveugle. Alors, il n'a pas d'yeux, etc., mais ça ne veut pas dire qu'il ne perçoit pas son environnement.
Et le blob, si on devait lui donner un organe sensoriel comme nous, ce serait une langue. Le blob, il est tout sur le goût. En fait, le blob, c'est comme s'il lèche le sol à longueur de journée. Il est très sensible aux petites molécules qu'il y a dans l'environnement. Et ceux qui ont déjà travaillé sur le blob le savent. Pour faire des expériences, souvent en laboratoire, on utilise quoi? De l'agar-agar. Alors l'agar-agar, c'est une poudre qui, une fois mélangée avec de l'eau bouillante, donne un gel complètement solide. Et c'est un substrat humide parfait pour élever des blobs. Les blobs adorent l'agar. Et la particularité de l'agar, comme tout substrat humide, c'est que si vous mettez, par exemple, 2 flancs, ici c'est 2 petits flancs rouges sucrés, très vite, en fait, les molécules de ce flanc vont diffuser. Elles vont se déplacer, en fait, dans l'agar. Et donc, nous, parfois, pour des aliments comme le flocon d'avoine, on ne voit pas ces molécules à l'œil nu, mais en réalité, le blob, lui, il peut les percevoir comme ça à distance. Et un blob, il va pouvoir remonter ce qu'on appelle des gradients pour aller vers la source de la nourriture. Et donc, on a fait des expériences comme ça où on a testé beaucoup de substances. Donc, par exemple, ici, on a déposé une goutte de poison et ici, une goutte de sucre que le blob aime bien. Et donc, ces sources elles vont diffuser dans l'agar, vous voyez. Donc, elles vont pas être limitées à l'endroit où on les a mis. Et regardez le comportement du blob. Il ne va jamais toucher, en fait, cette goutte. Par contre, il ira très volontiers sur celle de sucre. Et donc, on a fait plein de tests avec plein de molécules différentes. Et il s'avère que le blob aime le cholestérol, la cortisone, les antidépresseurs. Alors, on a quand même testé 5 antidépresseurs avec des formules différentes. Il les aime tous. Je pense que notre blob essaye de nous dire quelque chose. Et le sucre, il aime bien, mais pas à forte concentration. Attention, le sucre, il faut vraiment faire très attention. Il l'aime à petite concentration et dès que ça passe une certaine concentration, il déteste. Par contre, il aime pas la testostérone. Il déteste la testostérone. Il aime pas le zinc, il aime pas le sel, il aime pas le café. La caféine, il déteste. On a testé en réalité 150 molécules. Je vous ai pas faire la liste. Mais voilà. Donc, le blob est très fort à détecter toute une variété de molécules dans son environnement. Ce qui lui permet, par exemple, de résoudre un autre problème du labyrinthe, qui est cette fois, là, il est tout seul, il n'y a pas tous ses petits copains partout, et la nourriture, elle est là. Et du coup, il peut la percevoir à distance. Et regardez le blob se déplacer. Il est content, il a trouvé son petit flanc. Si on regarde précisément cette expérience, il y a une autre chose qu'il faut remarquer. Et c'était un papier qu'on a écrit avec des collègues australiens. Si vous avez le blob ici, regardez là. Vous voyez ces traces blanches là? Le blob, il est comme les escargots. Quand il se déplace, il laisse sur le sol ce qu'on appelle du mucus. Et il le laisse partout. Et il déteste son propre mucus. Donc, il utilise son mucus comme une mémoire externe de l'environnement, comme s'il marquait l'environnement en disant « là, j'ai déjà été, il n'y avait rien. Là, j'ai déjà été, il n'y avait rien. Là, je suis déjà allé, il n'y avait rien. » Et du coup, il retournera jamais 2 fois au même endroit. Ainsi, il ne se perdra jamais dans le labyrinthe et pourra trouver la sortie assez facilement. Et donc, il construit finalement comme une mémoire spatiale de son environnement qu'on appelle une mémoire externe. Donc, c'est une forme de mémoire un peu différente de la nôtre. Alors le blob, il peut détecter de la nourriture à distance, mais il peut faire bien mieux que ça. Il peut différencier les nourritures entre elles et trouver la nourriture qui est optimale pour lui. Le blob, c'est un fin gourmet. Il fait pas d'excès. Et l'expérience qui est l'expérience préférée des enfants, c'est l'expérience de la cafétéria. C'est l'expérience où on partage notre dîner avec le blob. Donc ici, le blob, il a le choix entre 2 saucisses de Toulouse, 2 tranches de saucisses de Toulouse, et ici, 3 petites tomates cerises. Il n'aime clairement pas la saucisse. Et donc le blob, il fait quand même des choix qui sont assez faciles à interpréter pour un scientifique. Là, on voit clairement qu'il ne veut pas du tout manger de la saucisse. Il a même construit une espèce de petit mur de mucus, là. Et donc notre première expérience qu'on a fait au laboratoire, c'était de voir quelle était finalement la nourriture optimale pour un blob. Et pour cela, on a cuisiné. Et on a cuisiné en fait des flancs, comme des crèmes brûlées pour blob en réalité. Et donc on a mis dans de l'agar, on a mis des minéraux et des vitamines, du gras, du sucre, des protéines. Et on a fait 32 recettes différentes. 32 flancs différents. Il y avait des flancs qui étaient très sucrés, des flancs qui étaient très protéinés.
Et on a regardé lequel préférait le blob. Et pour voir ça, en fait, on le place au milieu des flancs et on regarde comment il grandit. Et donc, on a littéralement calculé sa taille et on a même pesé nos blobs. À la fin de l'expérience, on les a récupérés, on les a pesés un par un, quoi. Et on a pu découvrir quel était le régime optimal du blob, celui qui allait maximiser sa croissance. Donc, le blob, il aime bien quand c'est protéiné, 2 fois plus protéiné que sucré. Bizarrement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le flocon d'avoine. Et alors, on a fait une expérience de cafétéria. À nouveau, mais un peu plus sérieuse que celle avec des saucisses. Et donc là, ici, vous avez en fait, chaque flanc bleu est différent. Il y en a des très protéinés et il y en a des très sucrés. Ici, en rouge, c'est son flanc préféré. Alors le blob, il voit pas les couleurs, hein. Il n'est pas orienté par les couleurs. Ça, c'est juste pour vous montrer. Et regardez. Donc le blob, au départ, il explore dans toutes les directions. Et regardez, dès qu'il détecte en fait son régime optimal. Il s'y trompe pas. Donc le blob sait très bien repérer son régime optimal dans la nature. Alors quand on faisait ces expériences, c'est ma toute première expérience avec les blobs, et c'était avec un blob australien, parce qu'à l'époque je travaillais en Australie, et je trouvais bizarre, j'avais un blob, je le découpe en morceaux, mais j'arrêtais pas de dire à mon chef, mais en vrai, on travaille quand même toujours sur le même blob. Ça reste le même blob. Imaginons que le blob australien soit hyper intelligent, et qu'il représente pas du tout la population des blobs. Et je me suis dit, il faudrait que je récupère d'autres souches de blobs et que je travaille pas que sur un blob toute ma vie. Et donc, je me suis mis en quête de trouver des souches. Et c'est pas facile. Et la première souche que j'ai récupérée, c'est une copine qui me l'a envoyée, elle était en postdoc aux États-Unis, et elle m'a envoyé un blob américain. Alors, première chose qu'on a vue directement, c'est qu'il n'était pas tout à fait pareil que notre blob australien. Notre blob australien, au laboratoire, on le nourrissait avec des flocons d'avoine bio. Et quand l'Américain est arrivé au laboratoire, il a dit non mais moi l'avoine bio je touche pas quoi. Il a même pas touché, il est sorti de la boîte. Et il y a plein d'enseignants d'élèves ton blob qui peuvent confirmer cette observation. Le blob n'aime pas forcément les flocons d'avoine bio. Alors ce qui était marrant pour nous, c'est que le blob américain par contre il pullulait dans la poubelle sans aucun problème. Et donc sa marque préférée, on l'invente pas, c'est Quaker. Et donc, on nourrit tous nos blobs à cause du blob américain avec du Quaker. Pour que tout le monde soit nourri pareil. Et donc, on s'est dit, on va commencer à collectionner les souches. Et la troisième que j'ai récupérée, c'est Toshi qui me l'a donnée. C'est la souche japonaise. Ici. Et donc, je vais vous montrer ces 3 blobs dans des situations complètement identiques. Alors, il n'y a rien. C'est l'expérience la plus simple, mais c'est celle qui nous donne souvent le plus d'informations. Vous avez un blob ici, et il n'y a rien dans l'environnement. C'est juste une gélose, là, d'agar. La couleur, c'est juste pour montrer les différentes souches, mais vraiment, ils sont dans la même situation. Et vous allez voir de suite les différences. Vous avez ici le blob japonais. C'est un blob qui est extrêmement rapide quand il se déplace. Vous voyez, il a touché le bord de la boîte que lui, il n'a pas commencé. Là. Lui, il fait des petits doigts. Alors, le blob japonais, il est très drôle et tous les blobs font ça. C'est qu'au bout d'un moment, quand ils ont tout exploré, ils tournent en rond. Ils peuvent tourner en rond hyper longtemps. Et lui, il a toujours pas touché, vous voyez le bord de la boîte. Hein. Notre petit blob australien, c'est un petit peu notre blob mou. Hein. C'est le plus lent de nos blobs. Mais alors, ils n'ont pas que des différences de vitesse et de forme. Ils ont aussi des différences dans des tâches de capacité. Ici, la tâche est très simple. Ils ont 2 sources de nourriture. Une qui est pas top. Elle est pas mauvaise, hein, mais elle est pas top. Et une qui est vraiment, par contre, de très riche qualité. Et on sait que les blobs savent faire la différence si elles sont côte à côte. Et voici ce qui se passe quand vous faites cette expérience. Le blob japonais, il réagit hyper vite, il choisit mal. Et le blob australien, il prend son temps, toujours. Et il choisit bien. Quand vous faites cette expérience 100 fois, vous vous apercevez que le blob australien choisit la bonne nourriture 99 fois sur 100. Le blob japonais, 48 fois sur 100, en fait, il choisit au hasard. Il prend la première qui vient. En fait, il attend pas que la nourriture, elle est finie par diffuser. Donc, en fait, quand il part, il est pas du tout informé de ce qu'il est en train de faire. Il part complètement au hasard. Donc, ça, c'était assez rigolo. Donc, on a fait plein de petits tests comme ça pour tester nos souches. Le deuxième test, qui est assez rigolo, c'est vous mettez 2 blobs, c'est les mêmes, hein, 2 blobs américains et un seul petit flanc d'avoine. 2 blobs australiens, un flanc, 2 blobs japonais, un flanc. C'est un petit peu comme si vous mettez 2 enfants, vous avez 2 enfants et vous avez un Mars. Qu'est-ce qui se passe? Il y a différentes stratégies. Et chez les blobs, c'est pareil, il y a différentes stratégies. Alors la stratégie de l'américain, c'est qu'il y en a un qui fonce, il monopolise le flanc, et l'autre il a rien.
Chez l'Australien, c'est je vais voir mon petit copain d'abord, et après on verra. Donc lui, il va direct voir son petit copain. Et le Japonais, c'est on partage. Une fois qu'on est à la nourriture, on fusionne. Donc on partage quand même. Alors on s'est dit, bien sûr, forcément, on va mélanger nos blobs. Voici ce qui s'est passé quand on a mélangé l'américain et le japonais. L'américain a tué le japonais. C'est la revanche de Pearl Harbor. En réalité, ce qui se passe, c'est que les blobs, normalement, quand ils sont génétiquement différents, ils peuvent pas fusionner. Ils se reconnaissent, en fait, ils ont un système de reconnaissance du soi. Sauf que ça marche pas très bien entre le japonais et l'américain. En fait, l'américain et le japonais, ils arrivent, ils pensent qu'ils sont pareils un peu. Les membranes s'ouvrent, et là, ils se disent, ah non, on n'est pas pareil. Et là, l'américain, il tue tous les noyaux du japonais. Alors, comment on le sait? Parce que le comportement de l'américain est assez typique pour qu'on le reconnaisse assez facilement. Et on sait que le japonais a totalement disparu. Alors, ce qui nous a le plus intrigué dans ces expériences, c'était le fait que les Australiens soient attirés l'un vers l'autre. Et quand on regarde des blobs, quand ils sont plusieurs dans leur environnement, on a vraiment l'impression qu'ils peuvent se percevoir à distance. Souvent, quand on met deux blobs, ils vont vraiment comme ça, de manière dirigée l'un vers l'autre. Là, vous allez voir donc une fusion en gros plan de deux Australiens. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que finalement, les blobs, ils signalent pas qu'ils sont là? Et donc, notre hypothèse, c'est que quand vous mettez un blob sur un agar, finalement, peut-être, il dégage quelque chose dans son environnement. Et donc, on a voulu tester cette hypothèse. Et donc, on a fait une expérience où on a mis un blob dans une boîte, on l'a laissé quelque temps, le temps qu'il sécrète potentiellement quelque chose, et puis on l'a enlevé, et puis on a mis un autre blob pour regarder comment il allait réagir dans cet environnement. Et on a fait ça pour la souche australienne, et donc on l'a laissé faire son petit... Alors on le laisse à peu près 12 heures, on a mis un autre blob, et on s'est aperçu que dans 92% des cas, le blob va directement vers ces signaux qui ont été laissés par un autre blob. Donc on s'est dit, on va faire pareil avec l'américain pour voir si c'est tous les blobs. Et quand on fait avec le blob américain, voilà, je vais me déplacer parce que la télécommande ne marche pas très bien. On va se mettre ici. Si vous faites ça avec le blob américain, vous allez voir que le pourcentage descend à 68%. Donc déjà, on a une petite différence entre notre Australien et notre Américain. Et donc, on a refait une expérience, on s'est dit, on va laisser un blob, comme tout à l'heure avec la nourriture et le petit compagnon, mais cette fois, on va mettre un petit tas de flocons d'avoine à côté, pour voir ce que font les blobs. Et donc, on a laissé après un blob décider. Donc, on a fait ça avec l'Australien, on le laisse sécréter ses petits signaux, on met un petit peu de flocons d'avoine et on regarde. 76% des Australiens préfèrent aller vers les petits signaux laissés par leurs petits copains. Du coup, on a refait le pareil avec l'Américain, on le laisse sécréter, on met un petit peu de flocons, on met un troisième blob, et là, 12% seulement ont été vers les signaux, 88% ont préféré aller manger. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe là. Et en réalité, je vais vous épargner tout ce qu'on a fait pour essayer de découvrir quels étaient ces signaux. On a découvert que c'était en réalité du calcium. Donc je vous avais dit tout à l'heure, le blob sécrète des minéraux. Donc le calcium en fait partie. Et le calcium, c'est assez attractif pour les autres blobs. Et ce qu'on a découvert, c'est pas que l'Américain était asocial en réalité. Il paraît comme ça asocial. Mais en réalité, c'est que l'Australien, il sécrète beaucoup de calcium. Et l'Américain, il en sécrète très peu. Et donc finalement, les Américains, c'est comme s'ils se percevaient pas, comme s'ils étaient totalement aveugles. Alors que l'Australien, comme il sécrète beaucoup, forcément, les autres le repèrent. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'ils peuvent signaler finalement, est-ce qu'ils signalent juste qu'ils sont là, ou est-ce qu'ils peuvent signaler un petit peu l'état dans lequel ils sont? Et on a démontré, avec ma postdoctorante Léa Briard, que le blob pouvait même signaler un danger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? La même chose. Là, on a pris un blob, mais cette fois, on l'avait privé de nourriture pendant 48 heures. Alors ça, le blob, il déteste. Il y a vraiment une chose qu'il déteste, c'est qu'on lui donne pas à manger. On l'a laissé dans la boîte, et on a mis du coup un autre blob. Que 4% ont été vers ces petits signaux-là. Et ils ont tous évité. Ils ont fait tout le tour de la boîte, et chaque fois, ils voulaient même pas mettre un tout petit pseudopode. Donc, clairement, il se passe quelque chose. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est pour tous les types de stress?
Le deuxième qu'on a testé, on a empoisonné un blob, comme Marie Harris. On lui a donné un peu trop de café. Il n'a pas aimé. On l'a laissé un peu, comme ça, dans sa petite zone. Il n'était pas très bien. Et pareil, l'autre blob n'a pas voulu y aller. En fait, il n'y en a que un quart qui ont essayé de voir ce qui se passait là-bas. Et ensuite, on l'a mis sous la lumière. Alors, le blob, il déteste la lumière. Il n'a pas du tout aimé non plus. Je vous rassure, ils survivent chaque fois après ça. Aucun blob n'est mort à la suite de nos expériences. Et donc, l'autre blob n'a pas pareil. Donc, on ne sait pas à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas fini ces expériences, si le signal, il indique un danger particulier, ou si c'est juste je suis en danger, et que les signaux sont les mêmes, quel que soit le danger. À l'heure actuelle, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait que le blob est capable de signaler un danger. Et ce qui a fait que le blob est connu un petit peu maintenant, c'est des travaux récents qu'on a réalisés dans mon laboratoire, mais inspirés par des travaux de Toshi. On a démontré que le blob, malgré qu'il n'ait pas de système nerveux, pas de cerveau, il pouvait quand même apprendre, alors qu'il a une seule cellule. Et le premier à avoir émis cette hypothèse, c'est Toshiaki Nakagaki, qui avait fait une expérience où il montrait que le blob pouvait apprendre une période temporelle. Alors je vous explique l'expérience. Il met un blob dans un environnement, il le met à bonne température, et après ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne des coups de froid. Donc le blob, quand il est au froid, il meurt pas, mais il arrête de bouger comme ça, son métabolisme s'arrête. Et puis après, il remontait la température, puis il la rebaissait, puis il la remontait, puis il n'arrêtait pas d'alterner comme ça. Et regardez ce qui se passe. Donc là, on est à 20 degrés, on est à 10, on est à 20, ça repart, on est à 10, il s'arrête, on est à 20, et regardez là, on est à 20, il remet 20, et en fait, le blob s'arrête. Comme s'il allait avoir 10. Et du coup, il avait dit, le blob, il est capable d'anticiper. Il anticipe, en fait, le froid. Alors, ça avait été un petit peu critiqué. Les gens avaient dit, ça peut pas être de l'apprentissage parce que ça peut être un petit phénomène physique de synchronisation des cycles du blob à l'intérieur, etc. Bref, les gens n'avaient pas voulu accepter que c'était une forme d'apprentissage, cette phénomène d'anticipation. Et donc, quand moi je suis arrivée dans le domaine, je travaille dans un laboratoire où il y a beaucoup de gens qui font de la neuroscience et qui travaillent sur l'apprentissage, et ils ont des critères bien établis. Et je me suis dit, je vais prendre le mode d'apprentissage le plus simple, qui s'appelle l'habituation, je vais vous expliquer juste après. Et il y a des critères bien établis, et je me suis dit, si je prouve tous les critères, je peux ainsi prouver que le blob apprend. Et donc l'habituation, c'est quoi ? On fait de l'habituation sans s'en rendre compte. Si vous rentrez dans une pièce, par exemple, écouter une conférence, pendant 1 heure, et ça sent pas bon. Non, c'est pas le cas ici. Mais imaginons. Et au bout d'un certain temps, à force d'écouter la conférence, vous allez même plus noter l'odeur. Pas que l'odeur a disparu, mais à force d'être stimulé par cette odeur, vous vous y habituez. C'est la même chose quand vous êtes en ville et qu'au bout d'un moment, vous notez plus les klaxons. C'est le premier critère. Ça s'appelle la diminution de la réponse. Vous arrêtez de répondre à un stimulus. Le deuxième critère, c'est la spécificité. Si c'est dans cette pièce qui sent l'œuf pourri, ça fait 1 heure que je suis habituée à l'œuf pourri, mais il y a quelqu'un qui a marché dans un excrément de chien et qui vient de rentrer. Le caca de chien, je vais le sentir par contre. Je suis pas habituée à toutes les mauvaises odeurs, juste à celle avec laquelle j'ai été stimulée pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle la spécificité. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, si je sors de ma conférence, je vais faire un petit tour, je vais danser, je vais prendre un café. Et je reviens parce que j'ai une deuxième conférence à suivre. D'un coup, de dire, oui, c'est vrai, dans cette salle, ça sent l'œuf pourri. C'est ce qu'on appelle la récupération. Désolé, on n'est pas habitué aux mauvaises odeurs à vie. Ça, c'est comme quand vous habitez en ville, vous êtes habitué au bruit des klaxons, vous partez à la campagne, vous revenez le lundi, vous faites, oui, c'est bruyant ici. C'est ce qu'on appelle la récupération. Le dernier critère, c'est l'effet de l'intensité de la fréquence. Plus forte est l'odeur, plus dure sera l'habituation. Plus fréquente est l'odeur, plus facile sera l'habituation. Et donc, on est parti avec ces petits critères. On se dit, on va les faire un par un. On va voir si le blob est capable. Alors, pour le blob, on a pris des substances, on n'a pas pris des odeurs. On a pris des substances qu'il n'aimait pas. Alors, c'est bien parce qu'il y a l'embarras du choix. Il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Donc, la quinine, si vous savez pas ce que c'est ce qu'il y a dans le Schweppes qui donne ce goût amer. Le café, la caféine, tout le monde connaît. La vanilline. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais le blob déteste l'arôme artificiel de la vanille. Il n'aime pas aussi la cannelle. Et le sel. Et donc le blob devait, son expérience était très simple, il devait traverser un tout petit pont pour trouver un petit flanc d'avoine. Et dans le petit pont, on mettait cette substance. Et le protocole était comme ça.
Le jour 1, il traverse un pont. Le jour 2, on lui dit, tu traverses à nouveau. Puis le jour 3, tu traverses encore. Vraiment, 4 fois, comme ça, 5 fois. Et au 6e jour, on testait la spécificité avec une nouvelle molécule. Donc ici, c'était le café. Ensuite, on le laissait se reposer, le pauvre, pendant 2 jours. Puis on le retestait avec du sel. Donc il faisait sel, café, sel. Hop. Alors il faut savoir que cette expérience demandait beaucoup de réplication. Parce que quand vous voulez prouver l'apprentissage chez un organisme qui n'a pas de cerveau, il faut avoir énormément de réplicas. Et donc là, il faut féliciter en fait les gens qui travaillent avec moi, qui ont fait ces expériences. Vous voyez, là, elles sont faites en duo. Et donc on doit chaque fois mettre les blobs face au petit pont. Et on a entraîné plusieurs milliers de blobs. Et sur cette vidéo, vous voyez Léa et Christophe en train de faire une plaque d'apprentissage. Et vous voyez, on met tout ça dans une étuve et tout est filmé. Et ensuite, les chercheurs analysent en fait toutes les petites vidéos, là, tous les petits blobs les uns après les autres pour calculer la vitesse à laquelle ils traversent ces ponts. Donc c'est vraiment un travail assez assommant quand même. Donc voici en une vidéo ce qui se passe. Vous avez ici le jour 1, donc la première fois que le blob traverse le pont de sel. Et vous avez jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Et regardez, c'est assez net. Le premier jour, le blob déteste. Il essaye en fait de pas traverser. Il essaye de passer sur les côtés, de minimiser un peu. Et vous voyez qu'au jour 5, il n'y a aucun problème pour traverser le pont. Il traverse à fond. Alors que c'est les mêmes ponts. Hein. C'est les mêmes blobs, les mêmes ponts. Et donc on voit qu'il y a vraiment le premier critère qui est rempli, diminution de la réponse. Le blob semble plus du tout repoussé par le sel. Deuxième critère, la spécificité. Donc ici vous avez un blob qui est habitué au sel. Il traverse du sel. Ici, un blob qui rencontre le café pour la première fois. Il est habitué au sel, lui, mais il n'a jamais vu le café. Donc celui qui est habitué au sel, il traverse le pont salé sans aucun problème. Et celui qui rencontre la caféine, par contre, pas top. Donc il y a bien la spécificité. Ensuite, le troisième critère, c'était la récupération. Donc on a laissé nos blobs se reposer et on leur a présenté du sel 2 jours après. Et à nouveau, on a ce phénomène de répulsion qui réapparaît. Donc le blob a bel et bien récupérer. Donc on a rempli notre troisième critère, la récupération. Alors le quatrième critère, c'est une petite histoire qui est assez drôle. Pour jouer sur l'intensité, ce qu'on a fait, c'est d'augmenter la concentration. Alors on a doublé d'abord, ça a marché, le blob a mis plus longtemps pour apprendre, mais il a appris. On a quadruplé, et là le blob il a dit non mais moi je joue plus. En fait, il a préféré sortir de la boîte, même si c'était tout sec, on l'a retrouvé sur le couvercle. Et donc on n'a pas pu faire cette expérience, on n'a fait que 2 intensités du coup. Parce que le blob en fait s'il veut pas, il veut pas quoi. On peut pas le forcer. Mais bon, on avait quand même prouvé les 4 critères. Et du coup on avait pu démontrer l'apprentissage chez un unicellulaire. Et du coup qui dit apprentissage dit mémoire. Et on s'est posé la question, est-ce que le blob peut garder en fait ce qu'il a appris? Donc lui qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend à ignorer le sel. Donc on voulait savoir s'il pouvait garder son apprentissage pendant qu'il dort. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a habitué des blobs, on les a fait dormir pendant 1 an, et on les a réveillés au bout d'1 an pour voir s'ils se rappelaient. Et donc là, vous avez un blob qui est habitué au sel en haut, là un blob qui est complètement naïf, lui il n'a jamais rien appris, et on leur demande de se réveiller dans une mer de sel. Et donc vous allez voir que le blob qui est habitué, il n'a pas trop de problèmes pour se déplacer, il se déplace beaucoup plus vite. L'autre, il est même orange, là, il est pas content. Quand il est orange, le blob, c'est pas bon signe. Il est stressé. Vous voyez que celui d'en haut est beaucoup moins stressé, il se déplace, il s'étale. Celui d'en bas est un peu plus stressé. Et donc le blob avait bien gardé en mémoire l'habituation au sel. Donc on s'est dit, on va aller encore plus loin. Vous savez, je vous ai dit, les blobs, ils peuvent fusionner. Donc on s'est dit, est-ce qu'un blob pourrait apprendre à un autre blob à ignorer le sel? Alors c'est un petit peu perché comme idée. Donc voici en image notre hypothèse. On a un blob, par exemple, qui n'aime pas la caféine. Un blob, un qui aime la caféine, on les fait fusionner un tout petit peu, on les sépare, et on imaginait qu'ils aimaient tous les 2 la caféine. Donc ça, c'est notre expérience, et on a fait ça avec plusieurs blobs. On a fait, comme vous savez, les téléphones, là, on les a connectés, il y en avait un qui savait, et les autres, ils étaient naïfs, et on regardait si finalement les naïfs avaient retenu une information ou pas. Alors cette expérience a nécessité d'apprendre à 4000 blobs. Parce qu'on a fait toutes les combinaisons possibles. Un qui a appris, 3 qui n'ont pas appris, un qui a appris, 2 qui n'ont pas appris, etc. Toutes les possibilités. Jusqu'à 5 blobs. Et donc vous avez tous ces blobs qui avaient été entraînés. Et on les a donc séparés en un groupe. Ceux qui avaient appris, ceux qui étaient naïfs.
on les a laissés fusionner, et après on les découpait, et on les testait tout seul. Et donc dans le processus de fusion, vous avez 2 moments. Le moment à 1 heure où les membranes sont ouvertes, donc les blobs sont connectés complètement, ils sont fusionnés, mais il n'y a que les membranes qui sont ouvertes. Et une autre étape là-bas, je ne sais pas si vous voyez, à 3 heures, où les veines sont connectées entre les 2 blobs. Les réseaux veineux sont connectés. Et on s'est dit, on va couper à ces 2 moments, soit à 1 heure, soit à 3 heures. Donc ça, c'est 1 heure après fusion. Donc ils ont eu le droit de fusionner que pendant 1 heure, et on les teste séparément, l'habitué et le naïf. Alors l'habitué, clairement, la fusion, ça l'a pas dérangé. Il traverse son pont de sel tranquillou. Le naïf, donc clairement, il n'a pas retenu rien du tout. Si on regarde maintenant ce qui se passe après 3 heures après fusion, vous allez voir que le naïf, il va même plus vite que l'habitué. Donc clairement, il y a quelque chose qui s'est passé de l'un à l'autre. Et donc, il a récupéré l'information quelque part. Et ça nous a bien sûr, on s'est dit, mais comment ça marche ? Il n'y a pas de neurones, tout ça, on ne peut pas vraiment se caler sur des choses qu'on connaît déjà en neurosciences. Tout ce qu'on savait à cette époque-là, c'est que du coup, l'information devait circuler à l'intérieur du réseau veineux. C'est tout ce qu'on savait. Et on a fait, on s'est dit qui dit réseau veineux, on va faire une prise de sang au blob. Donc on lui a prélevé du liquide et on a dosé la quantité de sel. Pourquoi le sel ? Parce que comme il était habitué au sel, on s'est dit peut-être il a mangé le sel au passage. Et en effet, c'est exactement ce qu'a fait le blob. Un blob habitué avait 30 fois plus de sel dans son réseau veineux qu'un blob naïf. Et même dans les blobs endormis, on trouvait encore 10 fois plus de sel que dans des blobs naïfs. Donc le blob, quand il passait comme ça sur le pont, il faisait pas juste que passer naïvement, il avalait du sel au passage. Et donc ça nous a donné une idée. On s'est dit, si on peut directement lui mettre du sel dans peut-être il va apprendre. Donc si on prend un blob qui aime pas le sel, et on lui fait une injection de sel, peut-être qu'il va penser que le sel c'est pas si mal. Donc voici l'expérience. Vous avez en haut un blob qui reçoit de l'eau, et qui doit traverser un pont de sel, et ici un blob qui reçoit du sel, et qui doit traverser un pont salé. On a appelé ça l'expérience inception. En fait, on insère un faux souvenir au blob. Et vous pouvez voir que ça marche très bien. Si on met du sel dans un blob, le blob traverse sans problème. Donc je dis souvent aux enfants, c'est comme si vous deviez manger vos devoirs pour les apprendre. Parce que finalement, c'est un peu ça que le blob fait, il prend le sel. Mais en réalité, ça n'expliquait pas tout, parce que la performance du blob n'était pas aussi bonne qu'un blob qui avait appris pendant 5 jours. Et récemment, on a fait des nouvelles expériences et on s'est aperçu que le profil en ARN, je pense que vous avez tous entendu parler de ce que c'est les ARN maintenant, et donc le profil en ARN dans les blobs habitués est complètement différent dans les blobs naïfs. C'est quoi l'ARN ? C'est ça. C'est parce qu'on en a beaucoup parlé avec le coronavirus. Le blob aussi, il a des ARN. Et donc, en fait, il a des profils complètement différents. Il n'exprime pas les mêmes ARN quand il est habitué et non habitué. Donc, on pense qu'il y a quelque chose, une autre mémoire un peu moléculaire. Et donc, on est en train de travailler dessus. Et donc, si on récapitule un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Le blob, il double de taille tous les jours. Il est quasi immortel. Il peut apprendre. Il peut trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Il peut optimiser des réseaux, optimiser son régime alimentaire. Finalement, la question, c'est pourquoi le blob n'est pas le maître de l'univers ? Je veux dire, il n'aime pas le soleil, mais finalement. Alors, la réponse en image. Ici, c'est pas Physarum polycéphalum, c'est un stémonitis, que vous voyez ici. Et il arrive à maturité, donc il est tranquille sur sa petite souche. Et il est en train de sporuler. Donc, il est en train de se reproduire. Il est tout mignon, vous voyez, il y en a même 2, là, il y en a un tout petit, là. Vous avez vu ? Ouais, c'est le prédateur du blob. L'unique prédateur du blob, à part quelques petits scarabées qui des fois le broutent un peu, c'est la limace. Mais on a découvert il y a pas longtemps avec un collègue qu'il avait quand même un moyen de défense parce qu'il sécrète un petit truc qui tétanise la limace. Des fois, il a le temps du coup de s'en aller. Mais bon, là, clairement, il a pas le temps. Le porc, il est en mode sporange, là, il pouvait plus rien faire. Donc la limace, elle broute les blobs.
on s'est aperçu en fait que la limace tétanisait pendant qu'on tournait le film du blob, parce que on avait amené beaucoup d'arbres de l'extérieur et sans le savoir, on avait amené des limaces aussi. Et donc on avait un beau blob qui s'est développé, on était en train de le filmer, on était trop contents. Il y a une limace qui est arrivée qui a commencé à brouter notre blob. Et là sur la vidéo, on la voit qui tétanise vraiment comme ça. Puis là on voit le blob qui lui passe dessus et puis qui est parti derrière, c'est assez drôle. Donc on est en train de creuser un petit peu ce qui se passe. Alors le blob, il n'est pas le maître de l'univers, mais quand même pas loin, hein, parce qu'il a eu de la chance, il est parti dans l'espace. Je veux dire, on peut pas tous se vanter d'avoir été dans l'espace. C'est quand même fou de se dire qu'il y a un blob qui a été et pas nous. Et donc oui, le blob est parti, en plus avec Thomas Pesquet, donc c'est un peu la classe. Et alors, il faut savoir que ça n'a pas été facile comme expérience à mener, parce qu'il a fallu convaincre l'ESA que le blob était pas dangereux. Je crois qu'ils avaient vu trop de films, l'ESA. Bon, faut dire qu'on leur avait dit oui, c'est un être immortel, intelligent, qui double de taille tous les jours, donc ça les avait un peu fait peur quand même. Et donc on a dû prouver par A plus B que le blob n'allait pas s'échapper dans l'ISS. Et pour cela, on a dû le mettre dans une boîte qu'on a mis dans une autre boîte, qu'on a mis dans une autre boîte. On a même mis des vis. Ça les a sécurisés beaucoup, les gens à l'ESA, qu'on mette des vis sur la boîte. Et il avait même une petite membrane sur le côté où les pores étaient plus petits qu'un noyau, parce qu'ils avaient peur qu'il puisse passer un noyau de l'autre côté. Et donc on avait fait 2 expériences. Une expérience où le blob était tout seul dans sa boîte, il n'y avait rien. Et une expérience où il avait 4 flocons d'avoine et on regardait comment il optimisait ses trajets. Et notre hypothèse à l'époque, c'était que peut-être le blob, il allait faire des petites structures 3D. Et donc voici en image le réveil du blob dans l'espace. Alors la vidéo est pas de très bonne qualité, mais on n'avait pas, c'est l'ISS, hein. On maîtrise pas tout. Non, nous, on était trop contents à ce niveau-là, nous, parce que le blob s'est réveillé, donc pour nous, c'était déjà gagné. On avait un peu peur qu'il se réveille pas. Et donc là, vous le voyez explorer son environnement. Et il y a un moment qui va être important. C'est ici, là-haut. Vous avez un blob qui vous a fait coucou comme ça. Et ici. En fait, le blob, en effet, s'est levé. Alors, c'était assez impressionnant parce que plus limité par la gravité, il s'est levé, il a fait comme ça, avec ses petits pseudopodes, comme s'il nous faisait un petit coucou. Donc, pour nous, c'était une grande réussite. Je sais que ça paraît pas énorme comme ça, mais pour nous, on était super excités, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer un blob qui lève le doigt et nous, ouais. Mais bon, voilà. Ça a rendu des gens heureux, et pas que moi, d'ailleurs. Puisqu'il y a 5000 écoles qui ont participé, 5000 établissements scolaires qui ont participé officiellement, mais officieusement, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et ça, c'est 350 000 élèves en moyenne. Et je pense qu'ils ont tous été assez passionnés quand même par le blob, et surtout leurs enseignants. Il faut savoir que les enseignants ont bossé comme des malades sur ce projet, parce que c'était compliqué. Il fallait déjà apprendre à élever des blobs, il fallait apprendre à faire un time-lapse, donc ces systèmes de prise de vue. Il fallait mettre le système d'éclairage. Le blob, il aime pas la lumière, donc il faut une lumière qui s'allume que quand on prend la photo. Donc, il y avait plein de soucis techniques, tout ça en milieu scolaire. Donc c'était quand même très compliqué. Et ils ont mené ça de front, ils ont fait, enfin, c'était incroyable. C'était une super aventure pour tout le monde. Et je pense que ça a été une grosse réussite. Et les enfants, d'ailleurs, ils étaient tellement contents de travailler sur les blobs qu'ils se sont pas arrêtés à nos expériences qui étaient finalement pas terribles, hein. Et ils se sont dit, on va faire des expériences vachement plus drôles. Alors là, je vous en présente deux types d'expériences qui ont été faits, mais en réalité, il y en a eu plus. Il y a eu le blob qui traverse la rivière, le blob au milieu de l'île, le blob qui doit monter des cure-dents. Enfin, il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup. Les enfants n'ont pas manqué d'imagination, de vrais petits scientifiques. Donc là, vous voyez, c'est un labyrinthe de blobs, et là, c'est une cafétéria. Très jolie, d'ailleurs, vous voyez quand même, là, les enseignants font des vidéos absolument magnifiques, quoi. Donc il va au macaron, mais il se fait avoir, hein, parce qu'il croit que le macaron c'est bon, et vous allez voir qu'au bout d'un moment il se dit ah non en fait, je suis trompé. Vous allez le voir se rétracter. Hop. Oups. Finalement le macaron c'était pas très beau. Et donc ce projet, ça nous a donné en fait une envie, parce que c'était limité aux scolaires, et nous on a été contactés par des EHPAD qui voulaient absolument participer à Élève ton blob, et on avait été obligé de leur dire non. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Donc, j'ai contacté le CNRS et j'ai dit, mais il faudrait peut-être lancer une expérience où tout le monde pourrait participer, que ce soit pas limité. Et c'est là qu'on a démarré cette expérience, auquel certains vont participer ici, j'imagine, qui s'appelle Derrière le blob, la recherche, qui est une expérience de science participative complètement inédite. Pas que la science participative, il n'y en avait pas, mais là, c'est la première fois que les gens vont vraiment faire du comportement expérimenté chez eux.
de A à Z. Et donc, l'idée, c'est d'étudier les effets du réchauffement climatique sur le blob, en particulier les changements de température. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Et on a eu donc 48 000 préinscriptions, 26 000 personnes qui ont complété l'inscription au total. Et donc, on en avait quand même trop parce que nous, on avait prévu 10 000 kits. Parce que ça commence, c'est déjà beaucoup de travail de préparer 10 000 kits blob. Et finalement, on a dit, bon, allez, on va faire un effort, on va en faire 5 000 de plus, mais on pouvait vraiment pas monter à 26 000. Et c'est donc le blob qu'a choisi. On a mis 3 sources de nourriture identiques, qu'on a appelé 1, 2, 3, et c'était les groupes de gens. Et le blob, il a choisi le groupe 2, le groupe 3, tant pis pour le groupe 1. Mais on est en train de repêcher parce qu'on a eu quelques désistements, donc il y a certains du groupe 1 qui vont pouvoir participer. Et donc voilà, 15 000 volontaires au total. Et donc les gens vont recevoir un petit kit blob qui est donc un petit sachet avec des blobs à l'intérieur, qui sont des blobs donc endormis. Et donc il y a plusieurs souches, on a 5 souches de Physarum polycéphalum, 3 souches de Badamia utricularis, qui est une autre espèce. Et le but, ça va être d'abord bien sûr de réveiller le blob. Jusque-là, c'est assez facile habituellement. Cette phase-là, c'est plutôt... Et une fois qu'ils ont réveillé le blob, ils vont devoir en fait faire des expériences. Et ce qui est important dans ce protocole, c'est d'avoir un groupe de blob contrôle. C'est le groupe témoin, c'est celui qui subit pas les changements de température, et un groupe expérimental qui va être placé sous une lampe chauffante, le pauvre, et qui va subir des changements de température. Alors souvent on vous dit le réchauffement climatique c'est 1,5 degré de plus, voire 3 dans les scénarios les plus catastrophiques. Mais en réalité, en moyenne, c'est pas très intéressant de parler en moyenne. Ce qu'il faut parler, c'est en dynamique. En réalité, des fois, quand vous avez une augmentation croissante comme ça, le blob, il pourrait peut-être s'adapter. Lui, ce qui va être difficile, c'est les changements brutaux. Et donc, il y a différents moyens de voir le réchauffement climatique. Là, sur ces deux profils, la moyenne, c'est la même. Mais vous voyez que c'est pas du tout la même dynamique. Le blob va pas du tout, là, il va expérimenter des plus 10 en une journée, quoi. Et donc, nous, on a établi plus de 14 protocoles différents qui vont nous permettre de voir les effets de la brutalité du changement, de la fréquence des changements et de l'intensité de ces changements. Et donc, les gens vont recevoir un numéro de protocole particulier à faire chez eux. Des fois, il y en a qui ont choisi 4 à en faire 4, donc ils en recevront 4. Et ils vont devoir, sur leur blob, en fait, faire toutes ces expériences eux-mêmes. Et l'expérience qu'ils vont devoir faire, c'est l'expérience la plus simple, mais c'est celle qui nous renseigne le plus sur l'état du blob. C'est-à-dire de mettre un blob sur une gélose, comme ça. Alors là, je rassure les enseignants d'élèves ton blob, il n'y aura pas de time-lapse à faire. On fera une seule photo en fin de journée pour voir l'état du blob, son réseau veineux, etc. Donc il n'y aura qu'une photo, mais il faudra faire une jolie photo. Attention. Et ensuite, toutes ces photos vont être collectées et analysées collectivement. Donc, il y a peut-être des volontaires qui vont pas vouloir analyser leurs données, mais elles seront mises dans un serveur où tous les gens pourront piocher, analyser celles qu'ils veulent. Et comme ça, ils pourront voir les effets des autres protocoles, etc. Ensuite, on va analyser ensemble les données, on va apprendre aux volontaires comment on fait un peu de la statistique, etc. Et comment aussi on rédige un papier jusqu'à la publication de ce papier. Donc, on est parti pour une longue aventure de au moins 1 an, quoi. Parce que la recherche, ça prend du temps. Et c'est aussi le but de ce projet, c'est d'expliquer la démarche scientifique de A à Z. D'expliquer aux gens, parce qu'on a tout entendu dans les médias sur la démarche scientifique. Et là, on espère pouvoir en fait sensibiliser les gens de comment on fait de la bonne science finalement. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le blob, il y a un livre qui est un petit peu vieux maintenant, 2017. Il y en a un qui va sortir cette année, ça va être la suite, et c'est en roman graphique avec un dessinateur. Donc ça va être top, c'est semi-BD comics. On a fait donc un tutoriel aussi pour vous expliquer comment élever un blob à la maison. Le mieux, honnêtement, c'est d'aller le chercher dans les bois. C'est facile de trouver des blobs dans les bois. Alors là, c'est mon frère et mes 2 neveux pour vous prouver qu'ils ont trouvé un blob, ils étaient trop contents de m'envoyer la photo. Mais sinon, le plus simple, c'est de prendre des petits bouts de bois qui sont au sol comme ça, qui sont en décomposition, de les tremper pendant 24 heures dans l'eau, de les mettre dans des containers, mais vraiment de les tremper d'eau, et ensuite de les poser sur des sopalins humides comme ça, et de les garder, et de les arroser 1 fois par semaine. Il faut toujours qu'ils soient dans un milieu humide, et vous attendez de 4 semaines à 8 semaines. Alors, ça peut être long, mais c'est juste ça, vous avez un spray, vous l'arrosez 1 fois par semaine, et vous avez une chance sur 2 de voir un petit plasmode sortir quand même. Alors ça sera pas Physarum polycéphalum, je vous le dis tout de suite, il est très, on le trouve pas très facilement, mais alors Badamia, on en trouve très facilement comme ça. Vous pouvez trouver d'autres espèces aussi. D'ailleurs, il y a des espèces qui sont très rares, comme Physarum roseum. Alors, c'est la version rouge de Physarum polycéphalum. C'est le même mili rouge. Alors, du coup, c'est vraiment... Tout le monde le veut. Il se cherche partout sur Internet actuellement. Et donc, voilà. Il y a plein de gens qui collectionnent. Et donc, nous, à l'époque, on collectionnait... On avait des Tamagotchi.
Il y a les gens qui ont collectionné les Pokémon et maintenant on collectionne les Mix Moussette. Donc je trouve que c'est quand même mieux parce que ça amène les gens à aller en forêt, à s'intéresser un peu. Donc c'est pas mal. Si vous voulez pas de blob chez vous, je peux comprendre, hein. Mais vous avez envie d'en voir un, vous pouvez aller aux Eaux de Vincennes puisque le blob peut se vanter d'avoir un 35 mètres carrés qui paye même pas, en plein Paris. Et il est résident permanent, donc il va être là tout le temps, toute la vie. Et comme il est immortel, il va rester très très longtemps. Et donc il est dans un petit vivarium, il y a plein de vidéos et tout, il y a plein de gens qui vous expliquent, c'est vraiment super bien fait. Et si vous voulez pas lire et vous voulez pas voir de blob, mais vous avez quand même envie de voir des belles vidéos, il y a le film de Jack Mitch, qui est vraiment génial, qui a été donc produit par Arte. Et Arte, ils sont super sympas. À chaque fois qu'on lance un nouveau projet, ils nous remettent le film sur YouTube et sur Arte TV. Donc il est disponible là jusqu'à juin, donc vous pouvez encore le voir si jamais vous le souhaitez. Ça s'appelle Le Blob, un génie sans cerveau. Et donc j'espère que par tous ces travaux de médiation, on va replacer finalement des organismes qui étaient finalement méconnus, un petit peu au centre de l'attention. Alors là, c'est Physarum polycéphalum, mais en réalité, moi j'aimerais qu'on le fasse pour tous les petits micro-organismes qui vivent dans le sol, tous ces grands règnes dont on ne parle pas du tout. Alors je sais pas, par exemple, si vous connaissez les ciliés, c'est des toutes petites cellules qui sont hirsutes de poils, et elles peuvent aussi apprendre, ces cellules-là, et elles ont des formes absolument incroyables, elles ont des capacités de régénération, on peut les couper en morceaux, tout ça. Et personne ne s'intéresse à ces organismes, très peu de gens. Vous connaissez peut-être un qui est très connu, qui s'appelle la paramécie. Mais finalement, on étudie très peu l'écologie de ces organismes. Et donc, je pense que le blob, j'espère, va amener les gens un petit peu à fouiner et de pas se concentrer que sur les animaux et les plantes. Et donc, je vais finir par remercier parce que là, je suis toute seule, mais en vrai, derrière moi, il y a plein de gens. Il y a les sources de financement, l'ANR et le CNRS, mes collègues avec qui je travaille, que j'ai collaboré, surtout, très important, mes étudiants avec qui j'ai travaillé au quotidien. Je me remercie aussi CVA de Lille, puisque c'est eux qui m'ont fait venir ici et qui m'ont donné du coup l'occasion de venir ici. Et donc voilà, donc derrière un chercheur, il y a toujours une équipe. Elle est pas grande, je vous rassure. Nous, à l'heure actuelle, au labo, on n'est que 4. Mais il y a quand même une équipe et ces gens-là, des fois, on les voit pas. On voit pas leur visage, mais ils sont là, ils travaillent dur. Et donc voilà, il faut aussi les remercier. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention.